là, j'ai 45 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'OpenStreetMap, pour ceux qui ne le savent pas, comment on peut contribuer à OpenStreetMap et comment on peut télécharger de la data, parce que c'est ce qui intéresse la communauté. Voilà. Donc, explorer OpenStreetMap. Qu'est-ce que c'est qu'OpenStreetMap? OpenStreetMap, c'est quoi? C'est pas qu'une carte, et c'est pas non plus le territoire. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de l'information géolocalisée. Et donc Wikipédia, chacun contribue, et puis c'est du partage, c'est du récit collectif. Et on construit un récit collectif tous ensemble qui est fait par l'ensemble des êtres humains sur la planète qui construisent ce récit collectif. Eh bien, OpenStreetMap, c'est la même chose. C'est un récit collectif de notre planète, de ce qu'il y a sur la planète, de l'information géolocalisée, où on peut partager ce que l'on sait de cette information géolocalisée. Alors, l'information géolocalisée, évidemment, on peut dire tout, vous savez, il y a des bâtiments, des routes, des rivières, des ponts, ça vous le savez, il y a des arbres, mais pour pas paraphraser le géographe du Petit Prince, il n'y a pas les fleurs. Parce que les fleurs, c'est éphémère. Et donc, on ne cartographie pas les fleurs. Mais on cartographie quand même les arbres. Et qu'est-ce que c'est que la pérennité de l'information géolocalisée? Ben, c'est une pérennité qui est à l'échelle humaine. La route, elle est là, mais bon, peut-être que dans 200 ans, elle ne sera plus là. Et puis dans 10 000 ans, de toute façon, il n'y aura plus rien d'humain. Donc, voilà. Je vais pas me... Ça, c'est un autre sujet. Je reviens sur OpenStreetMap. C'est donc un récit partagé de l'information géolocalisée. Et donc, ça veut dire que vous êtes tous des informaticiens. Cette information, c'est des bases de données. Et c'est des bases de données à partir desquelles on fabrique automatiquement des cartes. Les cartes qu'on peut voir, et donc là, on va parcourir un petit peu quelques cartes. Vous connaissez les cartes de Google, vous connaissez les cartes de l'IGN, du géoportail, et puis vous connaissez aussi, mais on va explorer plus, les cartes d'OSM. Ces cartes que vous voyez, ces beaux dessins, c'est de la data visualisation qui est construite automatiquement à partir de bases de données. Derrière Google, c'est une base de données privée. C'est Google qui a capitalisé toutes les routes et tout un tas de choses et qui produit une carte. On ne sait pas, on n'a pas le droit d'aller chercher la donnée de Google. Il y a l'IGN, c'est de la donnée, c'est un bien public. Et donc là, on a le droit d'aller la chercher puisque ça a été payé par nos impôts. On peut même aller la chercher gratuitement. C'est ce qu'on appelle l'open data. On est dans un pays où on paye des impôts et donc le bien public, il est livré en open data. Et il y a un bien qui n'est ni privé ni public, c'est ce qu'on appelle le bien commun. C'est ce que je disais, le récit partagé, qui est organisé par tout le monde, par les citoyens. Et donc c'est une connaissance de réseau. Et je pense que la connaissance de la planète, ce n'est que le récit partagé des humains qui permettent d'avoir une connaissance la plus partagée par toutes les personnes sur le monde entier. Alors ces biens-là, ils se concurrencent, ils se bouffent. Le bien privé, il aspire sans état d'âme l'open data, étant donné que c'est une licence ouverte, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc évidemment, Google, il a pris toutes les données de l'IGN et il a le droit de le faire, il le fait. Et puis le bien commun, eh bien entre le bien commun et le bien public, ça discute avec méfiance. Parce que le bien commun OSM, on ne peut pas l'utiliser comme ça. C'est-à-dire que si on utilise la donnée d'OpenStreetMap et qu'on fait du business avec, et qu'on crée des nouvelles choses avec cette donnée collaborative, eh bien, il y a des contraintes qui sont des contraintes il faut mettre en bas de la carte la source, la licence, etc. Et puis, plus que ça, je suis pas complètement expert, mais on se prend des gros procès sur la tête si on utilise la donnée OpenStreetMap pour faire du fric avec. Voilà. Mais on peut quand même l'utiliser dans des applications en respectant certaines... vous pouvez par exemple télécharger de la data pour faire du data viz et pour le publier. Si vous téléchargez de la data et que vous vendez le data viz fait avec OpenStreetMap, là par contre, il risque d'y avoir quelques soucis. Donc vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas le revendre facilement. Voilà, donc en parcourant un petit peu, on va parcourir un peu ces cartes et qu'est-ce qu'il y a dedans. Je répète que la carte n'est qu'une expression de la base de données géolocalisée. Hein.
Donc ici, on est à l'Étincelle Coworking, au 1 rue Bouquière. On voit que chez Google, il sait plein de choses. Il sait même que il y a l'Étincelle Coworking des Carmes qui est ici, là. Il y a quelqu'un qui l'a rentré. On ne sait pas qui l'a rentré. Il y a beaucoup de gens qui croient en donnant à Google, qui partagent de l'information. Ils ne font que la donner à Google sans aucune contrepartie. Donc Google a quand même réussi à avoir un paquet d'informations, notamment les magasins, qui veulent être référencés dans Google, donc qui vont donner leur géolocalisation. Donc ça, c'est la carte Google. La carte Google, elle est bien dans tous les centres-villes. Dans les zones africaines perdues au fin fond du Niger, Google, il s'en fout, il n'y a pas de business, donc il ne va pas la cartographier. Il n'a aucun intérêt à aller cartographier le Niger. Le géoportail IGN, c'est-à-dire la cartographie open data publique, elle a une super base de données de bâtiments et voilà ce que les cartes que peut faire l'IGN. Il peut en faire plus, hein, ce n'est qu'une data visualisation d'une donnée. On aurait pu mettre les bâtiments en rose, on aurait pu ne pas mettre les noms des rues. On peut faire tout ce qu'on veut dans la data visualisation de données. J'en profite pour dire, pour ceux qui aiment ça, il y a l'IGN qui a lancé un concours de data visualisation. Là, pendant 3 mois, tout le monde peut s'inscrire pour faire les meilleures data visualisations possibles avec la BD Topo. C'est-à-dire avec la base de données des bâtiments, des routes, des ponts, etc., de toute la France. Donc si vous voulez vous amuser, il y a, j'aimerais bien avoir trouvé des idées un petit peu décalées, c'est-à-dire changer les noms des rues, ne mettre que les noms des rues qui sont féminines, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire, plein de databases particuliers. Donc ça, c'est le bien public. Alors le bien public, effectivement, sur la France, c'est bien, mais dès qu'on va en dehors de la France, on n'aura rien. Il faudra aller se connecter sur le géoportail espagnol pour avoir la même chose en Espagne, un petit peu moins bien que la France. Mais il y a beaucoup de monde qui écoute. Mais bon, c'est bien aussi. Les Suisses aussi sont très forts. Donc là, on a vu le bien privé Google, on a vu le bien public de l'open data et de l'IGN, et donc on arrive sur OpenStreetMap, alors plutôt celui-là. Donc du même coin, on voit bien qu'il y a énormément de POI, qu'on appelle des Point of Interest, hein, c'est-à-dire tous les magasins. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites par les gens. Et puis ici, je dis, mais je vois pas le coworking, qu'est-ce qui c'est cette histoire? Avec OpenStreetMap, ce qu'on n'a pas avec Google, ce qu'on a un peu moins avec l'IGN, c'est que ici on peut aller requêter qu'est-ce que c'est que ce point-là. Eh bien, il va nous dire qu'ici il y a une pharmacie, il y a l'Étincelle Coworking. Elle y est, elle est là. Elle a été cartographiée, produite par BJazzBot il y a 6 mois. Et donc, le contributeur, on peut discuter avec lui. On peut aller se mettre en communication et construire ensemble le récit partagé en disant, Étincelle Coworking, il y a une faute d'orthographe, je l'ai modifié, et puis je vais voir un petit message en disant, j'ai modifié ce que tu as fait. Voilà. Donc, c'est du collaboratif comme Wikipédia. Et alors, pour bien montrer que la carte n'est qu'une expression d'une base de données géolocalisée qui est derrière, eh bien, avec OpenStreetMap, la donnée OpenStreetMap, on va faire d'autres cartes que j'utilise beaucoup, parce que je fais beaucoup de montagnes, et donc, eh bien, j'utilise OpenStreetMap pour, c'est là où je vais aller cet été, là, entre l'Autriche et l'Italie, et on peut voir qu'on a des cartes avec les courbes de niveau, avec les noms des sommets, avec les chemins, avec les refuges, et on a toute cette information-là qui a été construite de manière collaborative et qu'on peut utiliser, alors soit dans des applis, je dirais sur son téléphone, avec OpenStreetMap quand on a de la connexion, et si on n'a pas de connexion, il y a des applis qui s'appellent Osmand, OSM-And, qui permettent d'aller regarder la donnée OpenStreetMap avec un système de cache, etc., tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser hors connexion. Alors j'ai fait le tour de c'est quoi. Je vais peut-être s'il y a des questions dans la salle, allez, avant de passer à comment on contribue. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Ah oui, alors moi ma première question c'est pourquoi c'est une base de données géolocalisée et pas une base de données géographique? Alors, j'ai fait exprès d'utiliser géolocalisé parce que le géographique est trop connoté de cartographique. Ce n'est pas une base cartographique,
C'est une base d'informations géolocalisées. Ce sont que des points, des lignes et des polygones. Derrière ça, il n'y a que des points, des lignes et des polygones, avec un maximum d'attributs. Donc c'est une base d'infos géolocalisée. J'ai une question aussi. Les bâtiments de OpenStreetMap, c'est rigoureusement la même chose que le cadastre? Alors, c'est une bonne question. Ce n'est pas la même chose, mais je reviens sur OpenStreetMap. Ici, c'est mon OpenStreetMap. Merde, je l'ai éteint. J'ai éteint OpenStreetMap. Nouvel onglet. Je vais y aller. OpenStreetMap. On va aller ici. On voit qu'on a plein de bâtiments. Alors, en 2011, il y a le cadastre français qui a autorisé l'utilisation de toute sa base de données de bâtiments pour la mettre dans OpenStreetMap en 2011. Voilà. Mais cette base, elle n'a pas été mise à jour massivement depuis 2011. Ça a fait une première couche, ce qui fait que dans certains coins, il y a, on peut voir, je vais voir par exemple, ce bâtiment-là. On va prendre celui-là, building. Non, ouais, c'est ça. Et Pierre Bot, voilà. Pierre Bot, c'est un bot de Pierre, qui est un grand contributeur, qui, il y a 12 ans, donc c'est ça, à peu près 2011-2012, qui a, et bien on voit bien la source, source cadastre DGI, Direction Générale des Impôts, mise à jour 2011. Voilà. Et donc elle n'a pas été mise à jour depuis 2011, ce bâtiment-là. Et par contre, si on va sur... il y a peut-être d'autres trucs, il y a peut-être des lotissements, c'est peut-être celle-là, là. Allez, on va aller voir celle-là. On va voir celle-là. Building. Non, c'est encore... Ah, mais oui, il y a Fred B qui a fait une mise à jour par le cadastre en 2016. Donc il a dû prendre des outils pour mettre à jour localement, mais il ne l'a peut-être pas fait sur toute la France. Voilà, donc c'est une... on pourrait, maintenant que OpenStreetMap et l'IGN commencent à dialoguer un petit peu plus, il pourrait être mis en place une mise à jour massive d'OpenStreetMap avec la BD Topo. Mais la BD Topo, elle est pas fraîche. Elle a été faite par photo-interprétation d'images aériennes il y a 5 ans. Et elle est mise à jour tous les 5 ans. Alors qu'OpenStreetMap, un mec dans son village qui dit tiens, je vais cartographier les bâtiments, eh bien il cartographie les bâtiments, ça sera plus à jour que l'IGN. Et donc on ne peut pas synchroniser les trucs. C'est donc deux récits partagés différents, un du bien public et un du bien commun. Le cadastre, c'est une troisième source. Le cadastre est mis à jour en temps réel. Alors, le cadastre, ça enregistre les transactions. Ouais, c'est une grande des discussions entre le cadastre et l'IGN où ils se sont foutus sur la gueule pendant 20 ans. Et là maintenant, il y a un truc qui s'appelle le RPCU, le registre parcellaire cadastral unique. Et donc la DGFIP qui fait le cadastre et l'IGN se sont mis d'accord pour faire une base de données commune. Mais c'est une usine à gaz. Parce que le cadastre, il est là pour pour du fiscal et du foncier. Et pas pour faire de la cartographie. Donc il n'a pas les mêmes objectifs. Voilà, donc il faut se le taper à la main. Mais les bâtiments, on peut dire qu'en France, il y a quand même peu de, je dirais, c'est quand même très c'est une donnée très valable qui est de très bonne qualité quand même. Je dirais pas ça sur d'autres endroits. Alors là maintenant, comment on fait pour contribuer? Eh bien, on va contribuer ensemble. Je pense que j'ai ouvert une fenêtre. Ah non, je vais vous montrer quand même un truc très important dans OpenStreetMap, c'est que c'est une base de données géolocalisée, d'informations géolocalisées. C'est quoi les informations? C'est quoi une route? C'est quoi eh bien, tout est classé par tout ce grand catalogue de données. Et ici, on a des routes. Donc, on a des highways, c'est des grandes routes. On a des trucks, des primaries, des secondaires, des tertiaires, des non classés, des résidentiels. On a tout ça comme typologie de route. On peut même ajouter des attributs sur la route. On peut les taguer en disant qu'elle est asphaltée, qu'elle n'est pas asphaltée.
On a tout un tas d'attributaires possibles. Ce n'est pas une base de données relationnelle, pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas un modèle figé. C'est un modèle très ouvert derrière. Et si quelqu'un décide de rajouter un tag, ce qu'on appelle un tag, eh bien, il peut le faire. Et le mieux, c'est quand même de proposer à la gouvernance OpenStreetMap de rajouter un nouveau tag qui est discuté dans la communauté OpenStreetMap pour l'autoriser et le mettre au catalogue. La gouvernance d'OpenStreetMap, elle est extrêmement bien faite et elle est à l'équivalent de Wikipédia. Elle est très solide et elle a besoin d'être solide parce qu'il y a des gros GAFAM derrière qui sont là pour le manger. Et il y a notamment une opération de les anti-Google, c'est Amazon, Facebook, Microsoft et je ne sais plus le quatrième. Ils se sont mis ensemble pour créer Overture Foundation, qui est une base de données géolocalisée où ils ont le droit d'utiliser OpenStreetMap, je ne sais pas comment, et donc ils vont distribuer la donnée gratuitement à travers cette Overture Foundation. Je ne sais pas comment ça va vivre, s'il ne va pas y avoir un fork, forcément, entre OpenStreetMap et Overture. Parce que OpenStreetMap reste quand même dans le bien commun et ne veut absolument pas d'avoir d'acteurs privés qui pourraient biaiser la production. La production, elle est conduite par une stratégie commerciale et pas OpenStreetMap. Et donc, il faut qu'elle se protège avec une gouvernance qui est très solide et qui, justement, fait attention qu'il y a beaucoup de soft power dans cette gouvernance, avec un respect de l'équilibre de toutes les nations et de toutes les, je ne vais pas dire ethnies, mais de toutes les origines de la planète. Et surtout de faire attention qu'il n'y ait pas trop d'Américains. Et il y a beaucoup d'Américains qui prennent le dessus là-dessus, parce que contrôler OpenStreetMap, c'est contrôler le monde, contrôler une certaine vision du monde. Ne serait-ce que ce catalogue des objets. Les objets géographiques, ils sont dépendants de la culture. Les Inuits, si les Inuits qui veulent mettre la glace et la neige avec différentes typologies de neige, ils ont 7 mots pour définir la neige, les Inuits, parce qu'elle est très différente. Ils ont des mots différents pour la glace, pour la neige fondue, etc. Eh bien, peut-être que les Inuits, ils vont vouloir cartographier les différents types de neige, et donc ils vont vouloir rajouter des tags et rajouter des mots. Ces mots-là, c'est dépendant d'une culture. Et évidemment, la culture occidentale, on va dire Europe-États-Unis, le monde occidental, c'est eux qui ont fait OpenStreetMap, et donc la nomenclature des objets, elle est quand même profondément empreinte de cette culture occidentale. La Chine pourrait avoir son propre, sa propre nomenclature ou catégorie. D'ailleurs, là je le montre en anglais, mais tout est, il y a un système de traduction en langue, et je peux revenir sur OpenStreetMap et montrer, ça y est, j'ai encore perdu, on va aller très loin, hop, on va aller très loin, on va aller en Chine. On voit bien qu'en Chine, eh bien, c'est écrit en chinois, donc il y a des contributeurs chinois, le problème c'est qu'il n'y en a pas trop, parce qu'ils sont tapés dessus. Ils n'ont pas, c'est pas vraiment, comment dire, le gouvernement a sa propre carte de la Chine, ses propres frontières et ses propres informations à partager. Donc OpenStreetMap en Chine, c'est quand même pas si développé que ça, même si on voit quand même qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, je dirais, j'étais sur les map features, donc il faut le connaître. Quand on veut contribuer, il faut savoir qu'est-ce que c'est que les tags, il faut chercher, et là on va continuer. Je vais faire un truc très simple. Où est-ce que je me suis mis? OpenStreetMap ici. Donc je vais me mettre sur le coin où je veux contribuer, c'est-à-dire là où je travaille. J'ai repéré un truc à cartographier. Ramonville, Roseville, je suis par là. Je suis par là. Oui, là ça c'est on voit bien un truc là. Et bien, qu'est-ce que c'est que ce gros machin qui est au milieu là? C'est la ligne de métro, l'extension qui est en construction. Donc dans OpenStreetMap, il y a des informations de la ligne en construction, alors qu'on ne l'a pas dans Google et on ne l'a pas dans l'IGN.
Donc on peut chercher tous les trucs qui sont en construction sur la France, eh bien on aura une base de données de tout ce qui se construit. Alors là j'ai repéré un truc, c'est j'aime bien cartographier les arbres. Et parce que les collectivités, elles s'attachent beaucoup à ça. Et d'ailleurs la mairie de Toulouse a mis beaucoup de projets pour cartographier tous les arbres de la ville. Paris l'a fait, il l'entretient avec une super base de données. Et à Toulouse, il en manque un petit peu. Donc là, j'ai vu un arbre et puis je vais mettre l'arbre. Alors je vais passer, je suis connecté, il faut un compte. Il faut avoir un compte OpenStreetMap. Je vais un Garinet, je fais Edit. Alors, je fais Edit. Pour contribuer sous OpenStreetMap, j'aurais pu passer mon petit slide. Contribuer. Il y a plusieurs outils. Et là, je vais vous montrer l'outil ID. Application online très simple, adaptée aux néophytes. On reviendra après sur les autres. Donc là, ici, on voit bien qu'on a une information qui est déjà moins lisible. On voit bien que c'est des points, des lignes, des polygones. Et là, on les voit. Les bâtiments, c'est des polygones. Moi, ma boîte, elle est là. Et puis, je vais au resto Le Marin Nounous tous les jours et je passe à côté d'un figuier qui est ici. Donc, on va cartographier le figuier. Allez, je rajoute un point ici. Voilà. Je dis, non, c'est pas une swimming pool. Je dis que c'est un tree. Voilà, tree. Je peux lui donner un leaf type, etc. Mais je connais pas son nom. Leaf type, leaf sign, dénotation, circonférence, tag. J'ai pas ici, comme je vais vite, je peux avoir l'information, je dirais, je peux avoir l'essence. Mais je vais pas mettre l'essence, c'est pas obligatoire. Voilà. Peut-être tu l'as, Yves, tu peux. Leaf type, c'est broad-leafed. Tu l'as. Ouais, mais ça c'est plutôt le. Ouais. Ah bah oui, non, mais c'est voilà, c'est du broad, voilà. Leaf cycle, evergreen, semi-evergreen, des notations, mais je voulais avoir pour mettre que c'était un figuier. Mais bon, on le verra après. Je peux continuer. Il y a quand même une vue satellite en superposition. Alors, c'est une bonne question. Là, c'est une vue photo aérienne parce que l'IGN a autorisé OpenStreetMap à utiliser les fonds d'imagerie aérienne pour cartographier. Et dans le monde entier, on a d'images satellites qui a été fournies gracieusement par les satellites haute résolution de Google, par Pléiade aussi, qui fait par Airbus, qui a une précision de 30 cm, qui fournit gracieusement des données, pas forcément récentes. Si on veut par exemple avoir des données récentes sur l'Ukraine, on l'aura pas. Ça sera pas libre. Si on veut cartographier l'Ukraine, là on aura des images satellites mais d'il y a 5 ans. Et donc voilà, là j'ai mis un arbre, je pourrais faire plein d'autres choses, et puis là je fais save. Voilà, je dois mettre quand même change state comment, allez, meetup, database, hop, je remets un petit commentaire, upload, et voilà, et j'ai contribué, j'ai mis mon arbre sur la carte. Alors évidemment, quand je vais ensuite après sur la carte ici sur OpenStreetMap, je vais revenir sur la carte générale. Sur la carte générale, mon arbre, il n'y est toujours pas. Alors pourquoi il n'y est pas? Parce que, quatrième fois que je le dis, ce n'est qu'une data visualisation d'une base de données géolocalisée. Et donc, une data visualisation, ça veut dire qu'il y a des traitements automatiques qui vont qui analysent carré par carré de voir ce qui a bougé et qui régénèrent ce qu'on appelle une tuile automatiquement, cartographiant la tuile et en voyant que ça a bougé. Et donc ça tourne en permanence. Et là, généralement, c'est entre une demi-heure et 1 heure pour avoir l'information. Là, mon arbre, il n'y est pas. Hermès, rue Julio Curie, mon arbre, il est, voilà, je l'ai mis à peu près par là, je crois. Ici, on ne le voit toujours pas, mais je vais vous montrer comment on va aller le récupérer. Voilà, donc là, j'ai contribué, c'est très simple. Alors, une question qu'on me pose, et je me la pose, je vous la pose avant qu'on la pose, qui vérifie? Qui contrôle? Voilà.
Eh bien, c'est pas comme Wikipédia où, avant d'avoir sa page, ça passe par N contrôle. Ici, c'est directement mis dans la carte. C'est directement mis. Mais il y a deux types de contrôle. Il y en a un qui est automatique pour empêcher des destructions massives. Donc, s'il y a une destruction qui a été vue dans un certain coin, eh bien, ça met la version antérieure et ça ne prend pas en compte les modifications qui ont été apportées, notamment sur les frontières. Les frontières, par exemple, la frontière entre le Sahara espagnol et puis le Maroc, si quelqu'un va passer la frontière, bon ben, paf, ça va être viré, on la met pas la frontière, parce que il n'y a pas de récit partagé, voilà, donc on la met pas. Et puis il y a un deuxième type de contrôle qui sont des gens comme moi, mais il y en a pas beaucoup, hein, sur Toulouse on est, je dirais quoi, une centaine, hein, à peu près, hein. Une centaine, on habite dans nos quartiers et on va quelquefois vérifier, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est quoi, qui a fait ça, pourquoi, et d'aller corriger. Donc on est chacun un petit peu responsable de sa petite zone. Il y en a qui passent leur vie, hein. Il y en a des retraités qui n'ont rien d'autre à faire, ils passent leur vie à faire de la cartographie sur OpenStreetMap. C'est une vraie activité de retraité. Ça. Voilà, donc je reviens sur les outils hein, pour contribuer. Donc là, on vient de voir, on va faire un tour avec ID. Il y a un outil qui, alors là, client lourd, donc il s'installe sur le PC, qui est très très complet. Et c'est vraiment pour les geeks OSM. J'ai essayé 3 fois d'y rentrer et puis j'ai du mal. Je pense qu'il va falloir que je me fasse former par quelqu'un. Peut-être Yves, si tu veux venir me former à JOSM. Voilà, c'est très complexe. Et sinon, il y a une petite appli que je vous conseille de télécharger qui s'appelle Street Complete. Et alors là, c'est une appli qui permet non pas d'aller tracer des bâtiments, d'aller tracer des routes, etc., ce qui est compliqué sur un smartphone, hein, mais c'est d'aller enrichir l'information attributaire sur, par exemple ici, si je passe à côté du bâtiment, là je vois le bâtiment 1 rue Bouquière, et je vois qu'il n'y a pas une coworking, je peux prendre Street Complete et je vais rajouter un POI de type commerce ou je sais pas, c'est une catégorie particulière, et je dis, ben voilà, c'est l'étincelle coworking qui est là. Et donc je peux renseigner de l'attributaire. Comme je pourrais utiliser Street Complete pour aller dire que mon arbre, c'est un figuier. Voilà. Mais je n'ai pas la possibilité de saisir avec le smartphone. Voilà les 3 grands outils hein, qui permettent de faire de la contribution. Alors je vais vous montrer quand même un truc en termes de contribution. Là, j'ai cartographié un arbre. C'est pas fait que pour ça quand même. Hein. Il y a des choses qui sont hyper utiles. C'est ça. C'est Humanitarian OpenStreetMap Team. C'est une organisation internationale qui rassemble toutes les demandes d'ONG pour cartographier des zones dont ils ont besoin pour leur mission. Il y a actuellement 668 projets de cartographie ouverts dans le monde, on les voit ici, là, qui sont classés par difficulté, par plein de choses. Hein. Et donc là, je vais en prendre dans les easy. Et puis je vais prendre celui-là, le North Bengal Tornado, là, mapping. Donc c'est le réfugié. Il y a eu ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un désastre. Il y a dû y avoir, je pense, des inondations. Et puis quand il y a des inondations, on cherche à savoir où est-ce que les gens habitent, où ils habitaient. Et puis évidemment, dans ces pays-là, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas d'IGN. Il n'y a pas d'IGN comme chez nous. Il n'y a pas d'IGN qui maintient ça. Et donc, il y a un projet collaboratif qui est ouvert à tous pour aller cartographier cette zone-là. Et donc, quand on cartographie cette zone-là, on va sélectionner, je vais mettre contribuer. Je vais contribuer ici sur je vais prendre un tout petit carré qui est blanc. Je vais prendre celui-là, cartographier la tâche sélectionnée. Alors généralement, là, je vais très vite, hein, mais ils disent, dans les instructions, ils disent qu'est-ce qu'on doit cartographier, est-ce que ce sont des routes, est-ce que ce sont des bâtiments, des rivières, etc. Ici, généralement, c'est des bâtiments. Alors là, des bâtiments, et je dois cartographier sans dépasser le trait. Hein. Et ben ici, je vois que j'ai des bâtiments qui sont là.
J'ai des bâtiments. Alors, je ne vais pas tout faire, hein, mais je dis, ben voilà, je dis que c'est un type d'objet surface que je vais cliquer, tac, 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 comme ça. Alors, les gens, ils aiment bien que les bâtiments ils soient carrés. Hein, ça, on se fait gronder si on ne fait pas un bâtiment qui n'est pas rectangulaire. Et là, faut que je dise ce que c'est, parce que, voilà, type d'élément polygone, bâtiment. Voilà. Donc là, j'en ai fait un. Je vais sauvegarder. Je ne vais pas finir la tâche, hein, parce que c'est un peu long. Puisque je mets 3-4, je fais envoyer. Voilà. Et puis, je vais dire que ma tâche, elle est pas complètement cartographiée. Voilà. Soumettre la tâche. Hop, voilà. Donc là, ben, j'ai été faire un bâtiment. Alors, ce que j'organise assez souvent soit à la boîte, soit dans les collèges, lycées, c'est ce qu'on appelle des mapatons. Et donc, on se met à 30 dans une grande salle, chacun avec son PC. Et puis, on prend un secteur comme ça, et chacun va cartographier ses bâtiments, généralement, et les routes. C'est très facile à faire. C'est un peu ludique en plus, parce qu'il y a des petits outils qui permettent de voir qui contribue le plus, de voir le premier. Ça, ils adorent les lycéens. On fait ça. Ça marche super bien. Et puis voilà, ben ce que je fais aussi, c'est que je prends des stagiaires de 3e pendant une semaine. Ils doivent faire des stages en entreprise. Et donc, je prends des élèves de 3e et puis ben, ils vont contribuer sur un projet humanitaire sur 3 jours. Et ils sont super contents d'avoir fait quelque chose d'utile. Et pas que des photocopies pour la secrétaire. Voilà. Donc là, j'ai contribué. Alors, j'ai l'impression que je vais très très vite là. Ouais, mais j'ai déjà fait 40 minutes. Hein. Et donc, après la contribution, sauf si je vais passer dans le dernier pan, qui est récupérer la donnée. Sauf s'il y a des questions sur la contribution. Pas de questions. Si, j'ai une question. Wikipédia, il y a effectivement toute une machine pyramidale de validation. C'est quoi? Il y a un historique au moins des vérifications ça me paraît un peu à la bonne franquette. Tout est tracé. Écrit. Tout est tracé. Tout est tracé. C'est-à-dire que là, ici, quand je vais retourner ici, je vais regarder je vais sélectionner ici, là, le bâtiment. Ici, j'ai un office building, là. On voit bien qu'il a été fait il y a 2 ans par machin. Change set, c'est un ID de change qui permet ça conserve tous les change sets depuis le début. La vue historique en bas. Ah, j'aime bien, voilà. History, l'histoire de la contribution de ce bâtiment. Voilà, c'est la version 1 qui a été faite par Pimpin il y a 13 ans. Il y a ensuite après Pierre Hennebaut qui l'a modifié il y a 12 ans. Il y a 8 ans, Toit plat Ramonville, suite image aérienne. Donc c'est quelqu'un qui a dû faire une cartographie de tous les toits plats de manière à regarder la végétalisation possible j'imagine, pour la commune de Ramonville. Donc qui a fait ça. Ici, il y a 2 ans, il a Source. C'est une mise à jour suite au cadastre parce que ça n'arrête pas de bouger dans ce coin. Les bâtiments, ils se construisent, ils se détruisent. Donc voilà, il y a tout. Et il y a 2 ans, voilà, c'est la dernière, c'est ça. Donc tout est tracé avec des change sets. Et puis on peut aller, il y a des super tableaux et des data viz, mais on peut aller explorer tous les data viz possibles, les contributions, qui, quand, comment, voilà. Je vais montrer un truc après. Ouais. Tu es en train de parler d'une dimension temporelle à l'information géolocalisée. Ouais. On voit l'histoire des modifications, mais cette information géolocalisée future, qui est la ligne de métro, qui n'existe pas encore, est-ce qu'on peut avoir une temporalité du futur? Non. Comment on gère le futur? Non, parce que là, je vais regarder ici cette ligne de métro. C'est une. Alors, je vais chercher le bridge relation bus. Relation, connexion ligne B, ça doit être ça. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est connexion ligne B qui a été fait il y a 3 mois. Mais on n'a pas, non, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Il n'y a pas d'information prospective. On décrit le monde au jour d'aujourd'hui pour le partager et partager notre monde qu'on vit dans le présent. On ne se projette pas, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de futur autre que dire c'est en construction, c'est tout. Mais il n'y a pas du tout d'information. Ça c'est. Mais faire un snapshot de avant, enfin, il y a 2 ans avant les JO, mais et qu'on passe maintenant sur les JO et puis faire un complètement. delta Je dirais et complètement. voilà, pour créer les JO. Ah ben là complètement. Là tu peux le faire. Et on va le faire justement en vous montrant comment on récupère la donnée. Alors, comment on récupère la donnée? Alors, pour télécharger, la donnée est libre et ouverte, profitons-en. Il y a plusieurs façons d'aller récupérer de la donnée. Il y a Overpass Turbo, c'est le top. C'est un langage de requête qui permet de chercher tout et n'importe quoi. On va en faire, je vais montrer comment ça marche. On a sinon GeoFabric, qui est une boîte allemande qui diffuse régulièrement de la donnée au format, alors j'ai mis format OSM, c'est point ligne polygone, c'est vraiment du vrac, hein, pour aller, et puis, ou alors Shape, c'est de la donnée géographique. Donc ils diffusent de la donnée géographique sur certains thèmes, hein, pas tous. Je ne sais pas s'ils diffusent les arbres, par exemple. Hein. Mais voilà. Et puis il y a MagOSM qu'on a fait, et parce que j'en suis un petit peu contributeur. Et donc, ça permet, c'est un peu comme GeoFabric, hein, ça permet d'aller télécharger des, par exemple, et on va le voir, hein, télécharger des pharmacies sur une certaine zone ou certains thèmes. Et puis il y a le QGIS aussi, avec QGIS on peut aller récupérer, il y a plein de plugins, mais ils sont jamais vraiment, c'est la jungle des plugins dans QGIS. Hein. Les pros, je dirais vraiment pour aller chercher de la data bien spécifique, c'est Overpass, que j'utilise très souvent. Et j'utilise quelquefois MagOSM quand je ne veux pas m'embêter, je sais que ça a déjà été un petit peu mâché. Alors comment il marche Overpass? Overpass, je crois que je vais ouvrir ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les arbres. On va chercher les arbres qui sont dans ce secteur-là. Donc, assistant, je vais faire, je le connais, hein, je sais que c'est natural égale tri. C'est comme ça, Yves? J'aurais pu mettre tri, je crois, directement, non? Construire et exécuter une requête. Ouais, bah, j'en ai qu'un, ici. Voilà, c'est le mien. Si je clique dessus, voilà, c'est tag, lifty, broadleaf, natural tree, node. Alors, j'ai pas l'information de quand sous Overpass, hein, mais voilà, j'ai une information, donc mon arbre il y est. Et puis, très bien, il est là, et je peux faire enregistrer. Non, ça c'est la requête. C'est pas enregistrer, c'est exporter. Exporter. Je peux exporter en GeoJSON, qui est vraiment un format qui est très très utilisé dans le monde de la géographie. Il n'y a pas Shape, hein, mais bon, heureusement c'est un vieux format qui est maintenu par un éditeur et qui est ouvert, hein, mais il est très vieux, donc maintenant on travaille, l'échange c'est GeoJSON et c'est aussi GeoPackage. Il faudrait qu'ils mettent du GeoPackage, ça serait bien, hein, ça serait bien, mais ça va venir. Voilà, sinon on a plusieurs trucs, plusieurs formats, donc je peux télécharger. Voilà, je télécharge et puis j'ai un export et je peux ouvrir le fichier, le mettre dans QGIS, etc. Je peux travailler avec ça. Voilà. Alors le deuxième, je dirais, je vais vous montrer aussi MagOSM qui permet quand même d'avoir de la donnée sympa. J'ai pas les arbres, hein. Tiens, j'ai pas mis les arbres pour ma démo. C'est pas très utile. Alors, ce que j'aime pas, c'est que la transparence, elle est pas très bonne. Ok. Et donc là, ce que je peux faire, c'est ici, je suis intéressé par l'ouest toulousain, là, et je vais aller chercher, je veux télécharger toutes les pharmacies qu'il y a ici. Je les vois, elles sont là.
et je fais pharmacie, je pense que c'est ça, et là je peux le télécharger en shape, voilà. Et donc j'ai France Pharmacie un zip avec toutes les pharmacies de Tournefeuille. Et c'est un shape que vous pouvez utiliser dans QGIS. Donc par exemple, pour les Jeux Olympiques, aller chercher tous les restaurants qu'il y avait autour des sites, des sites, eh bien avec MagOSM, c'était, alors s'il y a les, voilà, le problème c'est que je pense que on a ça dans les magasins, on n'a pas ça dans les restaurants. Donc il faut faire un tri a posteriori sur la typologie des magasins. Voilà, et donc ça c'est c'est l'extraction. J'ai montré ça. Alors MagOSM, un dernier truc aussi, parce qu'il y avait une question sur sur justement les changements. C'est un petit truc sympa qui a été fait, qui permet d'avoir les changements sur une période de temps, sur une thématique donnée. Donc par exemple les bâtiments ici. Alors c'est entre le 11 avril et le 25 avril. Donc sur les derniers 15 jours, sur l'ouest toulousain ici, je lance la recherche des... Hein, j'ai effacé la date de début, 1er avril au 25 avril. Aucun changement n'a été trouvé pour cette requête. Alors, dis donc, c'est dingue ça. C'est pas beaucoup. Rarement, c'est quand même avril. On va essayer. Il est mal fait l'interface. Hein. Il va falloir qu'on le refasse. Choisissez la date de début. Sur une année. Hein, bah oui, j'essaie. Ah, je fais. Il ne marche pas ces boutons là. Sélectionneur de mine un jour et après. Non, c'est. Ouais. Hop là. Ah! Date de début, date de fin. Non, c'est mal foutu ce machin. Je fais jamais le 1er avril. Non, je peux pas. Hein. Tu peux pas taper directement. Ah, 1er, voilà, mars. Je peux même plus y aller. Bon, je vais changer. Ok, je vais garder ça. Et puis je vais regarder s'il y a eu d'autres choses. Occupation du sol, des parcs naturels, des itinéraires de cyclables. Est-ce qu'il y a eu des... Non, aucun changement. Bon, c'est une démo, bon voilà, c'était pour montrer, et donc ça montrait justement où est-ce qu'il y a des changements. Et par exemple pour Paris, hein, les constructions qu'il y a eu avant et après les JO, on peut ici avoir une information, alors elle n'est pas téléchargeable par contre, hein, donc il vaut mieux aller faire à la main sa requête avant et sa requête après. Là, c'est simplement une visualisation cartographique pour justement les gens qui sont un petit peu des validateurs locaux pour regarder ce qui a bougé. Et puis aller voir, tiens, il y a un truc qui a été fait là, c'est quoi? Et puis aller valider ou aller regarder si ça a été fait correctement. Ah oui, c'est un milieu de militants. Hein. C'est un milieu de militants, alors comme tout milieu associatif, hein, avec des gens qui se croient les grands chefs et les grands gourous, hein, et puis d'autres qui sont plus humbles, mais ça c'est l'humain, hein, qu'on retrouve un peu partout, et notamment les retraités. Les retraités qui n'ont rien à faire, quelquefois ils peuvent être un peu chiants. Tu peux nous parler du genre de données qu'il y a dedans? Il y a des chemins de rando, est-ce qu'il y a des WC publics, est-ce qu'il y a des bornes de recharge en voiture? Tu peux nous faire? Ouais, alors on va par exemple essayer de regarder ça, alors par contre moi je suis obligé pour ça d'aller regarder, donc tu veux quoi, les WC? Ah, non, je suis ouais, pas un panorama. Ouais, non, mais si par exemple tu veux chercher les WC publics, alors WC, je trouve pas comment c'est en anglais, toilets. Ouais. Toilets. Amenity toilets, public toilets. Might require a fee. Ah, ouais. Ah oui, c'est-à-dire ceux qui sont payantes. Donc Voilà. ils peuvent Qui peuvent être payantes. Donc c'est amenity toilets. On va regarder ça et on va regarder ça sur Overpass
Overpass, je l'ai mis où, mon overpass? J'ai dû éteindre ma fenêtre encore. Ok. Ok. Overpass, turbo. Amenity toilettes, on a dit. Hein. Ok. Donc là, assistant. Amenity. Alors on peut faire des requêtes beaucoup plus complexes. Hein. On peut mettre des et, des ou, des conditions, etc. C'est un vrai langage de requête, un peu comme SQL. Hein. Ouais. Il y avait un S ou pas? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je peux aussi. Moi, je vais essayer. Ah, non, déjà avant, il faut que je sélectionne ma zone. Là, je ne vais pas en avoir. J'ai pas. On va essayer de se mettre sur toute, sur Toulouse ici, là, Toulouse Centre, assistant, Amenity Toilettes, construire et exécuter la requête. Voilà. Donc, je les ai ici, là. Alors c'est ce que je fais faire à j'ai des étudiants, je donne des cours à Super-Héros, et donc je leur fais faire un TP, d'aller chercher les arrêts de bus de Toulouse, et ensuite après de construire les zones blanches, c'est-à-dire ceux qui sont à plus d'1 kilomètre d'un arrêt de bus. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent ce thème parce que j'ai un autre truc que je leur demande de faire, c'est les zones blanches de bar tabac. Trouver en France les gens qui habitent à plus de 10 km d'un bar tabac, c'est-à-dire c'est vraiment un désert. Et donc les bars tabac, on va les chercher avec OpenStreetMap comme ça.